Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Ils ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit des ambassadeurs de la Thaïlande, du Soudan, de la Mauritanie, du Botswana et de la Turquie. Les ambassadeurs de ces 5 pays entendent œuvrer au renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. La lutte contre le sida en Côte d'Ivoire donne des fruits. La prévalence est passée de 4,7% en 2005 à 2,5% en 2018. Il s'est tenu hier la 8e session annuelle du Conseil national de lutte contre le sida. Des ressources additionnelles seront mobilisées pour renforcer la lutte, annonce le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Et puis, la BAD apporte son soutien à la mise en œuvre du programme social du gouvernement ivoirien. 283 milliards de francs CFA octroyés, un montant qui va permettre de financer les filets sociaux et l'électricité pour tous. Le Premier ministre a reçu le président de l'institution financière. Les ambassadeurs de 5 pays ont présenté leur lettre de créance au président de la République. C'était aujourd'hui au palais de la présidence. Il s'agit des ambassadeurs de la Thaïlande, du Soudan, de la Mauritanie, du Botswana et de la Turquie. Ils ont tous placé leur mission sous le signe du renforcement des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Awa Touré. Les relations ivoiro-turques se sont intensifiées depuis l'ouverture en 2009 de l'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire. 3e ambassadeur résident en Côte d'Ivoire, Madame Ava Yonga Ocheri, entend contribuer au développement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. I also would like to renforcer nos échanges économiques et aussi commerciaux pour le développement des pays émergents en Afrique. À ce jour, ambassadeur du Botswana au Nigeria et avec accréditation multiple dans les pays de la CEDEAO, Paul Batimanki Mposue place sa mission sous le signe du renforcement des relations de coopération entre le Botswana et la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur des mines. Les relations bilatérales sont excellentes au niveau politique entre les 2 présidents, mais nous devons renforcer davantage les relations au niveau économique. L'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, après la remise des lettres de créance, s'est engagé à œuvrer pour des aspirations, intérêts et objectifs communs avant d'indiquer que la Côte d'Ivoire et la Mauritanie sont liées par des relations historiques qui se sont renforcées au fil des 56 ans de coopération. En tant qu'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie ici en Côte d'Ivoire, je ferai mon possible pour y dynamiser davantage les relations qui lient nos 2 pays dans tous les domaines de coopération, évidemment la coopération économique, sociale et commerciale. Diplômé de l'Université de Khartoum et de l'Institut de formation pour le service extérieur d'Islamabad, le nouvel ambassadeur du Soudan en Côte d'Ivoire s'est félicité de l'excellence des relations entre les 2 pays. Je lui ai transmis les salutations de notre président et du peuple du Soudan au peuple de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tout le gouvernement. L'ambassadeur du Royaume de Thaïlande veut pour sa part renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, notamment dans le domaine de la transformation du binôme café-cacao. Nous devons renforcer la coopération également au niveau du tourisme, car la Thaïlande a une certaine expertise dans ce domaine. Au thème de la cérémonie de présentation des lettres de créance au président Alassane Ouattara, les nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont reçu les honneurs militaires d'un détachement de 2 sections de la garde républicaine. Et on parle de santé. La prévalence du sida a baissé en Côte d'Ivoire. Elle est passée de 4,7% en 2005 à 2,5% en 2018. La 8e session annuelle du Conseil national de lutte contre le sida a eu lieu hier, jeudi, à la primature. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le ministre de la Santé a fait le point sur l'état d'avancement de la lutte contre cette pandémie. Des détails avec Salimata Dia. De 3,7% en 2012 à 2,5% en 2018, la prévalence du VIH en population générale en Côte d'Ivoire est en baisse.
La revue à mi-parcours du plan stratégique national PSN 2016-2020, qui vise les objectifs 3x90, a eu lieu lors de la 8e session annuelle du CNLS. Le bilan de l'année 2018 a été exposé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, également au secrétaire exécutif du CNLS. Concernant le premier 90, en fin 2018, ce sont 61% des PV-VIH qui connaissent leur statut sérologique pour une cible de 80%. On n'a pas atteint les objectifs. Mais concernant le deuxième 90, ce sont 84% PV-VIH connaissant leur statut sérologique qui ont été mis sous traitement ARV pour une cible de 68%. Donc là-bas, nous l'avons largement atteint. Concernant le troisième 90, ce sont 77% de ceux qui sont sous traitement ARV qui ont une charge virale supprimée pour une cible de 82%. Là encore, des efforts restent à faire. Dans le domaine de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, nous sommes passés de 1,6% en 2015 à 0,83% en 2018 chez les femmes enceintes et de 4,6% en 2015 à 2,6% en 2018 chez les enfants exposés au VIH. Ces résultats significatifs ont été obtenus grâce à l'implication de la Première Dame, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour la lutte contre le VIH pédiatrique et pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vice-président du CNLS, a rappelé les objectifs du plan stratégique national définis lors de la 7e session annuelle. Il s'agit notamment de réduire de 50% les nouvelles infections au VIH, réduire de 75% les décès liés au sida et d'atteindre l'objectif 90-90-90. En perspective pour l'année 2019, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, en sa qualité de vice-président du CNLS, représentant le chef de l'État, président du CNLS, en a appelé à l'apport d'une contribution financière nationale plus substantielle. À ce titre, le Fonds national de lutte contre le sida vient de porter à notre connaissance que dans le cadre d'imposition de 100 francs sur les timbres pour un certain nombre d'actes administratifs dans 9 communes d'Abidjan, et elle a pu mobiliser de 2017 à 2018 un montant de 21 965 150 francs. Par ailleurs, comme convenu, si ce projet reçoit l'adhésion de tous sur le territoire, notamment au niveau des communes, sur le territoire ivoirien, dans plusieurs secteurs publics, autre élément, il permettrait de mobiliser environ 6 milliards 180 millions de francs CFA par an. Cela permettra de financer les activités sectorielles de lutte contre le sida. Notre pays s'engage à mobiliser des ressources additionnelles. Pour cela, son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est engagé à participer à nouveau en tant que champion de la reconstitution des ressources du Fonds SIDA et à respecter l'engagement pris à Montréal en 2016 pour une contribution d'1 million d'US $ au Fonds mondial. Des orientations ont été données en vue d'accélérer la réponse nationale pour atteindre l'objectif national de 1% d'ici à 2020. Un conseil de gouvernement dédié à la question de la lutte contre le sida devrait bientôt se tenir. Un soutien de 283 milliards de francs CFA de la BAD à la Côte d'Ivoire. Le président de l'institution, Adesina, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un appui qui va soutenir le programme social du gouvernement. Il va permettre, entre autres, de financer les projets de filets sociaux et l'électricité pour tous. Sidonie Davila. Séance de travail à la primature, la BAD et le gouvernement en ressortent avec un sourire qui augure d'une bonne nouvelle. En effet, la Banque africaine de développement décide d'appuyer la Côte d'Ivoire à hauteur de 283 milliards de francs CFA. Un montant alloué à 4 secteurs d'activité, les filets sociaux, la sécurité alimentaire, l'électricité pour tous, la jeunesse. Pour nous, en tant que Banque africaine de développement, on a beaucoup de confiance en Côte d'Ivoire, beaucoup de confiance dans le leadership de l'excellence, Monsieur le Président. On est derrière lui pour tous les financements nécessaires et aussi son excellence, Monsieur le Premier ministre et tous les gouvernements. Mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre m'avait convoqué pour cette réunion de discuter un programme pour le Président. C'est un programme de développement social.
Et ça, c'est vraiment très important parce que le chef de l'État voulait réduire le niveau d'inégalité, créer d'emplois pour les jeunes, assurer la sécurité alimentaire, pour être sûr que le filet social est aussi bien couvert. Et ce sont les choses qui sont très importantes pour augmenter la qualité de vie de la population ivoirienne. Et donc, j'ai assuré, Monsieur le Premier ministre, que la Banque africaine de développement soutient ce programme très fortement, et au niveau de la conceptualisation, au niveau de l'impact qu'on peut escompter de ce programme, et que la Banque africaine de développement va mettre à la disposition du gouvernement toutes les ressources nécessaires pour aider le gouvernement à avoir les résultats escomptés. La banque vient de décider de s'engager à hauteur de 283 milliards de francs CFA. Cela nous permettra même, je pense, d'aller au-delà des 727 milliards de francs CFA qui auraient été programmés par le gouvernement. Donc je voudrais, au nom du chef de l'État, au nom du président Alassane Ouattara, dire merci au président de la Banque africaine de développement, qui nous a toujours accompagnés. Vous devez savoir qu'au cours des 3 dernières années, l'intervention de la banque en Côte d'Ivoire a triplé. Et nous le devons donc au président de la banque. Et je voudrais à nouveau donc lui dire merci. Merci pour la reconnaissance du leadership du président. Et merci pour tout le soutien apporté donc à notre pays. 283 milliards de francs CFA, cet appui de la Banque africaine de développement représente 39% du budget alloué au programme social du gouvernement. Après là-bas, d'un autre soutien à la Côte d'Ivoire, celui de la Banque islamique de développement dans la construction du 5e pont. Il va relier les communes de Cocody et Plateau. Le Premier ministre a lancé aujourd'hui les travaux de l'ouvrage. Cette passerelle opérationnelle dans 2 ans, un projet qui va coûter près de 80 milliards de francs CFA. Il va contribuer à la fluidité du trafic routier, nous dit Jean-Luc Gbangbo. Des coups de pelle qui marquent le démarrage officiel des travaux de construction du pont entre les communes de Cocody et du Plateau. Dans 24 mois, cet ouvrage d'une longueur totale de 1500 mètres fera partie du paysage de la ville d'Abidjan. Un ouvrage d'envergure dont les retombées socio-économiques sont indéniables. La réalisation de cet ouvrage d'art va, en un point douter, ajouter de la valeur au charme de la perle des lagunes. Il permettra aussi de créer une liaison directe entre les communes de Cocody au niveau de l'église Saint-Jean et du Plateau au niveau de la cathédrale Saint-Paul, de réduire de manière substantielle le trafic transitant par le carrefour de l'Indénié, actuellement saturé aux heures de pointe, de faciliter la mobilité des travailleurs à faible revenu en créant des accès directs pour les piétons et les cyclistes entre les communes de Cocody et le Plateau. Un pont principal de 630 mètres, dont 200 mètres à Auban, 2 viaducs, 2 échangeurs et des murs de soutènement, sans compter les terrassements et les travaux routiers. Cet ouvrage coûtera 80 milliards de francs CFA. Principal bailleur de fonds, la Banque islamique de développement. Nous essayons chaque fois de matcher les ambitions de nos pays. Ce projet est ambitieux et nous apprécions cette ambition. C'est une contribution modeste que nous considérons que le plus important dans ce cadre de programme, c'est avant tout le capital humain, c'est le savoir-faire. À sa livraison, le pont Cocody Plateau devrait accueillir 29 000 véhicules par jour. Un projet qui vient s'ajouter à plusieurs autres en cours de réalisation et qui contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Notre pays, qui s'est résolument engagé sur la voie de l'émergence, s'emploie à intensifier la modernisation de ses infrastructures en général et de ses infrastructures routières en particulier. Pour donner toutes les chances à la réalisation de ce dessein, il nous faudra tous œuvrer à la préservation du climat de paix, propice à la bonne conduite de tous ces projets et à attirer les investisseurs. Des projets qui contribueront à la compétitivité des entreprises et de l'économie ivoirienne. Le Premier ministre a levé un point de voile sur d'autres projets de construction d'infrastructures routières. En ce qui concerne la ville d'Abidjan, de nouveaux projets majeurs contribuant au renforcement des infrastructures de transport et à l'amélioration de la mobilité urbaine seront lancés dans les tout prochains jours. Il s'agit de la construction de l'échangeur du carrefour Akwaba,
la construction de la voie de contournement dénommée Y4, la construction des échangeurs de la Riviera 3 et de la Palmeraie. Notons que la construction du pont Cocody Plateau, confiée à l'entreprise China Road and Bridge Corporation, CRBC, rentre dans le cadre du grand projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. C'est aussi un ouvrage important, le centre médico-militaire d'Akwedo, inauguré aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Ce centre réhabilité et équipé vient renforcer le plateau technique des services de santé des armées. Ahmed Bakayoko a demandé aux militaires d'en prendre soin. Abou Sanogo. Voici ce qu'était le centre médico-militaire d'Akwedo Nouveau-Camp. Resté à l'abandon pendant pratiquement 10 ans, ce centre médico-militaire présente aujourd'hui un bien meilleur visage. Il a été réhabilité et entièrement équipé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 402 millions de francs CFA. Sa mise en service a été faite par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui en visitant le bâtiment a pu s'enquérir de l'état du matériel et des services. Du cabinet dentaire au bureau du chirurgien à la salle d'urgence, du service administratif à la salle réservée à l'échographie, le centre médico-militaire vient renforcer le plateau technique des services de santé des armées. Le centre de santé des militaires de la plus grande base d'Akwedo était dévasté depuis la crise. Depuis 10 ans, les militaires ici ne savaient pas où aller se faire soigner. Le président a donné des instructions pour sa réhabilitation et son équipement. En tout cas, je suis très heureux. Je voudrais, en tout cas, au nom du ministère de la Défense, de tous les militaires, lui dire un grand merci et nous ferons bon usage. Vous savez que la santé est essentielle dans toute activité. Le travail est remarquable et impressionnant, l'équipement est de qualité et c'est notre démarche et c'est les instructions du président de la République. Tous les jours, travailler à améliorer le quotidien de nos hommes. La haute hiérarchie militaire a salué la réhabilitation de ce centre médico-militaire qui vient contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. Un réel sentiment de satisfaction au regard de ce que nous venons de voir. Nous sommes certains que désormais tous nos personnels qui sont sur le plateau de Akwedo seront bien traités, auront les soins appropriés en cas de besoin. Construit sur une superficie de 1952 mètres carrés, le centre médico-militaire d'Akwedo Nouveau-Camp est composé de 3 blocs qui abritent les services de médecine générale, un cabinet dentaire, une pharmacie, la radiologie, une maternité et un laboratoire. Il a une capacité d'hospitalisation de 24 lits. Vous pouvez désormais suivre les programmes de la RTI sur la TV Orange. Les deux structures ont conclu un partenariat aujourd'hui. À partir d'un téléphone mobile, suivez vos émissions préférées partout et sans contrainte particulière. Les détails de ce partenariat avec Serge Coléa. Il est désormais possible de suivre les programmes de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, via le réseau téléphonique d'Internet à haut débit de la TV d'Orange. Le partenariat entre les deux structures a été officiellement scellé ce vendredi 22 mars à la maison de la télévision à Cocody. Directement de l'application, en quelques clics, vous pourrez choisir un pass jour, semaine ou mois et sans frais complémentaires accéder à tous vos contenus en tout temps. Donc vraiment c'est la nouveauté et c'est le but de ce partenariat. C'est aujourd'hui un changement dans les habitudes, c'est aujourd'hui on va dire plus de disponibilité par rapport à nos contenus qui seront suivis en live par l'ensemble des téléspectateurs qui ont montré de l'appétence pour ce genre de contenu-là. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, se félicite de ce partenariat. Nous offrons à tous les Ivoiriens, à toutes les populations, aux populations du monde entier, aux Ivoiriens qui sont à l'autre bout du monde, de pouvoir avoir accès au contenu de la RTI et surtout avoir le choix de l'élément qu'ils veulent écouter ou regarder. Nous songeons à avoir un partenariat justement sur la production et la coproduction en fait, d'émissions communes que nous pourrons diffuser, qui seront diffusées tant sur la RTI que sur la TV d'Orange, que vous, bien entendu, dont vous disposez tant sur le fixe à travers la fibre d'Orange que sur vos terminaux, smartphones et tablettes en totale mobilité. La RTI et Orange Côte d'Ivoire ont réaffirmé leur volonté commune de promouvoir via le digital les programmes et contenus nationaux.
Le monde entier a célébré aujourd'hui la journée de l'eau. Le gouvernement ivoirien a fait de l'accès à l'eau potable une priorité. 500 milliards de francs CFA d'investissement depuis 2011. À Abidjan, la production couvre le besoin avec 650 000 mètres cubes. Cependant, la distribution reste le véritable défi. Le taux national de couverture est estimé à 68%. Le gouvernement veut atteindre les 95% d'ici à 2020. Les explications de Jean-Luc Gbangbo. Biabou, un quartier de la commune d'Abobo, sur la route d'Alépé. Il y a 2 mois, avoir accès à l'eau potable était un parcours du combattant. Éléonore Kounan habite le quartier. Depuis ils ont arrangé, tous les jours on a l'eau. Maintenant on n'a plus besoin des bidons. Mais comme on ne peut pas jeter aussi, ça est là comme ça. À Abobo Baoulé, cependant, aucune goutte d'eau dans les robinets depuis 2 semaines, au passage de notre équipe de reportage. Wilfried Monet nous amène faire le constat. C'est dans ces pots-là que chaque jour nous sommes obligés d'aller chercher de l'eau avec les tricycles. C'est coûteux, mais on va faire comment? Bon. Et c'est là que nous recueillons ici. Aujourd'hui, nous sommes à moitié, peut-être d'ici le soir, nous allons remplir encore. Des pannes entraînant des coupures d'eau ou manque total d'eau potable dans certaines localités. Le déficit d'accès à l'eau potable touche 32% de la population ivoirienne selon des récentes études. Pour parvenir à un taux de couverture nationale en eau potable estimé à 68%, l'État a investi plus de 500 milliards de francs CFA depuis 2011. Cela pour résoudre les problèmes urgents et rétablir l'équilibre de la production. 23 290 localités desservies par l'hydraulique villageoise, 1046 par l'hydraulique urbaine et 438 localités par l'hydraulique villageoise améliorée. D'ici à 2020, le programme Eau pour tous devrait porter le taux de couverture nationale à 95% à travers la réparation de 21 000 pompes à motricité urbaine, la construction de 220 nouveaux châteaux d'eau avec des canalisations et forages et des branchements sociaux au prix forfaitaire de 1 000 francs CFA pour 450 000 abonnés supplémentaires. Ce sont les champs captants qui permettent l'approvisionnement d'eau potable dans les ménages. Un champ captant est un ensemble d'ouvrages prélevant l'eau souterraine d'une même nappe. Une vingtaine de forages abandonnés à Abidjan. Et pour cause, les agressions des habitants et les activités des opérateurs économiques. Le phénomène peut conduire à des pénuries d'eau. Suivons ce reportage de Francis Boifo. Voici ce qui reste du champ captant à Djambi-Nord dans la commune d'Atekoubé. Ce site transformé en pâturage regroupait 6 ouvrages de captage d'eau potable souterraine, encore appelés forages. L'Office national de l'eau potable ONEP a été obligé de l'abandonner après des analyses qui ont prouvé la pollution de l'eau des forages par des produits chimiques du fait de l'activité humaine. À Adjamé Makassi et à Abobo, non loin de l'université Nangui à Brougoua, plusieurs autoforages pourraient être abandonnés à la longue. Les sites sont agressés par des opérateurs économiques et des habitations. Le périmètre rapproché est défini comme étant une zone située dans un rayon de 120 mètres autour du forage. Et ce que vous constatez, c'est que tout autour, c'est des constructions, des habitations. Et il se trouve que ces systèmes d'assainissement ne permettent pas une étanchéité des eaux usées reçues des habitations. Et donc ces eaux vont contribuer à la dégradation de la qualité de l'eau du forage. Il y a un surcoût de traitement. Quelquefois, on sera même obligé d'abandonner le forage parce qu'on ne sera plus en mesure de pouvoir traiter cette eau. Une vingtaine de champs captants abandonnés au total à ce jour, selon l'ONEP, dans le district autonome d'Abidjan. Pourtant, un code de l'eau existe depuis 1998. Il prévoit des mesures de protection des ouvrages et des sanctions. Il nous est arrivé de détruire certaines clôtures qui empêchent l'exploitation de ces champs captants-là. Il faut lancer un message d'éducation vers l'ensemble de tous les acteurs, ceux qui occupent les sites, ceux qui donnent les autorisations d'occuper ces sites, de se référer à la loi. Parce que si nous ne prenons garde, nous allons mettre donc en difficulté les populations ivoiriennes. Aujourd'hui, l'eau, c'est la vie. Toute action qui va à l'encontre de la préservation de la ressource qu'est l'eau potable doit être combattue. La vingtaine d'ouvrages abandonnés, c'est plus d'1 million de personnes privées d'eau potable.
quand on sait qu'un forage dessert 50 000 personnes par jour avec une capacité de 5 000 mètres cubes jour. La deuxième édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques se tient à Abidjan. C'est le réseau des experts africains pour l'écologie qui organise cette rencontre. L'accent est mis sur la réussite des transitions énergétiques et écologiques en Afrique. Les explications de Moustapha Sita Diaby, Franck Wadio. Couverts forestiers et sols dégradés, air et eau pollués par divers déchets, des indicateurs de la mise à mal de l'équilibre écologique et climatique par l'action humaine. C'est donc pour un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement que ces experts du monde écologique se réunissent durant 3 jours pour un partage d'expériences. Les Journées africaines de l'écologie des changements climatiques, qui sont à leur 2e édition, se veulent un forum d'échange et de marché africain sur les bonnes pratiques écologiques auprès des décideurs, des collectivités et des populations. Ces journées visent à éveiller les consciences vers des modes de consommation et de production durable, vers des comportements éco-responsables, voire le civisme écologique. Agir pour un environnement sain. Pour le ministre Joseph Sekaseka, la réussite des transitions énergétiques et écologiques, thème de la journée, est conditionnée par la mise en synergie des solutions pour la résolution des problèmes communs. Les manifestations des changements climatiques et leurs effets pervers sont bien connus de tous. Il ressort de toutes les rencontres internationales et nationales qu'il faut agir maintenant, main dans la main, afin de contrer ces aléas climatiques qui deviennent de plus en plus délétères pour nos économies, notre environnement et la santé de nos populations. Pour cette entame des réflexions autour des questions écologiques africaines, plusieurs éco-citoyens africains ont été distingués pour leur apport aux solutions en vue de trouver réponse aux aléas climatiques et environnementaux sur le continent. Dans l'actualité politique de ce journal, le ministre Kobena Kwasi Adjumani, porte-parole principal du RHDP, accompagné de plusieurs élus et cadres de ce parti, était à Sakassou. Ils sont allés saluer la reine du peuple baoulé. La délégation l'a félicité pour ses nombreuses initiatives en faveur de la paix et le développement. Kobena Kwasi Adjumani a demandé la bénédiction de la reine Nana Akwaboni II pour la rencontre avec la chefferie du Grand Centre demain samedi. L'actualité politique, c'est aussi PDCI Renaissance qui veut s'installer dans tout le pays. Alain Richard Donvaï, vice-président de ce mouvement, a tenu une rencontre avec les élus, cadres et leaders de jeunesse du Grand Ouest. Il a expliqué l'objectif de la création de ce mouvement proche du RHDP. Moussa Konaté. Le mouvement PDCI Renaissance veut avoir une base dans le Grand Ouest. Pour réussir ce pari, Alain Richard Donvaï, vice-président de PDCI Renaissance, mise sur l'adhésion massive des populations de cette zone du pays. Le coordonnateur du Grand Ouest explique les raisons de la création de ce mouvement proche du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. On fait de la politique pour le développement. Et il faut qu'on montre qu'on est capable d'être dans un groupe, travailler main dans la main avec ce grand rassemblement-là qui a été mis en place par le président de la République. Montrons que PDCI Renaissance est un mouvement important au RHDP, organisé et à l'écoute de nos populations. Pour qu'en 2020, là, ceux qui soient élus à la tête de ces pays pour gouverner soient notre choix. Le Grand Ouest aura son mot à dire dans les futurs combats politiques. Le message est bien perçu. Les élus, cadres, leaders de jeunesse et de femmes se disent prêts à suivre le chemin de la Renaissance. On parle de paix, on parle de cohésion, on parle de rassemblement autour de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est le seul héritage que nous avons en commun. Donc il était important de pouvoir voir dans la même direction. Donc j'adhère aujourd'hui au PDCI Renaissance. Paix et développement. C'est surtout ces valeurs-là qu'incarne aujourd'hui le PDCI Renaissance. Tout ce qui peut être bon pour le développement de ma région, du bien-être des populations de ma région m'intéresse. Le mouvement PDCI Renaissance se prépare donc à investir le terrain. Le vice-président Alain Richard Donvaï prévoit les jours à venir une tournée de mobilisation dans différentes localités du Grand Ouest. On termine ce journal en sport football. Les éléphants sont déjà qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique. L'événement se tient à partir du 21 juin en Égypte. Mais demain samedi, la Côte d'Ivoire reçoit les Amavubi du Rwanda au stade Félix Houphouët-Boigny. Un match comptant pour la dernière journée des qualifications.
Ce sont des éléphants sereins et débarrassés de toute pression qu'on a pu observer lors des séances d'entraînement du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Un enthousiasme qui devra pourtant se déposséder de toute suffisance. Même si la qualification pour la CAN est déjà acquise, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de donner le meilleur pour rester sur sa bonne dynamique et marquer les retrouvailles avec son public du stade Félix Houphouët-Boigny. Face aux Amavoubi, les éléphants doivent présenter un visage rassurant et redorer leur blason de nation joueuse sur le continent africain. Ils n'entendent pas se défaire de ce statut, surtout face à des Rwandais qu'ils avaient dominés 2-1 à l'aller sur leurs installations. Une avance psychologique dont va se prémunir le commando d'Ibrahim Kamara pour continuer sur la voie de la victoire. Avec 8 points et à 3 longueurs du leader, la Guinée, le technicien ivoirien pourrait profiter de cette dernière journée pour faire tourner son effectif. Des jeunes internationaux qui n'ont pas l'habitude de jouer depuis sa prise de fonction en septembre dernier pourraient avoir leur chance. Le technicien ivoirien dispose d'un beau monde pour aligner une équipe complémentaire sur toutes les lignes. Même si terminer désormais en tête de la poule H est une mission difficile, mais pas impossible, il s'agit pour Serge Aurier et ses camarades de terminer la campagne en beauté afin de maximiser leurs chances pour être tête de liste à la CAN 2019, dont le tirage au sort aura lieu le 12 avril prochain. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.